Got it, got it. Salut tout le monde, épisode numéro 5 du podcast de Hockey sur demande. On est près de la dizaine, en fait on est à la moitié, ça s'en vient tranquillement. Toujours accompagné de Stéphane Grenier. Salut Stéphane. Bonsoir, comment ça va? Mieux que le CH. On va faire le temps. mais rassurez-vous pour les personnes là, qui disent, bon, est-ce qu'ils vont parler du CH pas dans une heure? Eh bien non, on n'en parlera juste pas. Parce que je vais attendre que la semaine soit complétée, vu qu'on va probablement enregistrer le prochain podcast en début de semaine prochaine. Donc, le Canadien va jouer 3 matchs, donc il va y avoir du stock à dire sur ces 3 rencontres-là. Mais pour l'instant, on va laisser ça de côté et on va parler plutôt de un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la LNH. Donc, Le menu aujourd'hui, on va on va parler de quelques sujets là, qui s'est déroulé là, récemment dans le circuit Batman. Mais le sujet du podcast, le sujet principal, on va faire nos prédictions. C'est le dernier podcast de prédiction avant de vraiment faire des podcasts sur l'actualité. Mais là, c'est des podcasts où on se mouille solide après le classement de chaque division. Eh bien là, on va se mouiller sur les plus gros trophées pour la prochaine saison. Donc, le Norris, le Art Ross, le Rocket, ces trophées-là. Et évidemment, on ne peut pas faire des trucs de prédiction sans se mouiller pour la finale de la Coupe Stanley et le gagnant de la Coupe Stanley. Donc, ça va être ça notre sujet principal aujourd'hui. Yes. Et pour closer ça, eh bien évidemment, toujours comme d'habitude, notre segment sur réception. Et cette fois-ci, c'est moi qui va poser les questions à Stéphane. Mon Steph, tu vois, ça va rentrer au poste. Yes, sir. Donc, on va attaquer le premier sujet parce que ça vient de se faire. Là, ça s'est fait là, au courant de la journée. On enregistre le podcast le jeudi. C'est la signature de Brady Tkachuk avec les Sens. Et il était temps parce qu'évidemment, c'est la grosse pièce là, du côté d'Ottawa. Je ne voyais pas les Sens commencer la saison sans lui. Bien qu'ils ont commencé techniquement la saison sans lui parce que ce soir, ils ne jouaient pas. Mais au moins, il est signé. C'est un dossier réglé. Je pense que du côté des partisans à Ottawa, on va mieux respirer là, pour les prochaines semaines. Oui, il fallait. Je pense que tout le monde le prédisait que ça s'en venait. Je pense qu'on a été patient du côté du camp de Brady Tkachuk, mais je pense que les Sens ne pouvaient pas se permettre de ne pas le signer. Évidemment, on se demandait c'était quoi qui était plus prix. On savait qu'il demandait proche de 8 à 8,5 millions. Pas mal ça qu'il y a eu avec 8,214. Donc, écoute, je pense que c'était la clé et la pièce maîtresse de cette équipe-là. On a quand même vu une belle équipe hier contre le Canadien, mais je pense que sans Brady Tkachuk, cette équipe-là n'a pas la même âme. Donc, de revoir leur Brady, probablement d'ici une dizaine de jours, pas de camp d'entraînement de fête, n'a pas non plus pratiqué avec l'équipe depuis le début du camp. Donc, il va probablement se reporter à l'équipe aujourd'hui puis commencer l'entraînement. On devrait le voir autour de la semaine prochaine, d'après moi. Et là, la question qui tue. Est-ce que ce salaire est trop élevé et pas assez élevé ou si c'est direct dans le mille? Est-ce qu'il mérite ce salaire-là, selon toi? Moi, je pense que ça fait plusieurs qu'on va faire ça. Puis, tu sais, si les personnes qui écoutent un petit peu les réseaux sociaux, qui suivent un peu le sport un peu partout au Québec, là, vont s'en rendre compte. Même principe un peu que le contrat de Nick Suzuki, on parlera tantôt, mais on paye pour le futur. Je pense que ça va faire mal les 2-3 premières saisons. Évidemment, Brady Tkachuk a déjà amené beaucoup aux sénateurs comparativement peut-être à Nick Suzuki que le Canadien qu'on parlera tantôt. Mais je pense qu'à long terme, tu as peut-être la chance de le payer un petit peu moins que ce qu'il valerait dans 5, 6, 7 ans. Donc, il va quand même signer l'autonomie à 30 ans, 31 ans aussi de son côté. Donc, ça va être un autre gros contrat. Je pense pas que c'est cher payé. Malheureusement, c'est ça présentement qui se passe dans le national. Je pense que ça va être à la hausse. Puis un joueur avec un nombre comme ça qui va se rapporter probablement un 70-80 points par année et peut-être plus. Ça vaut ça malheureusement. À cette heure, ça vaut pas mal ça. Ouais, puis dans le cas de Tkachuk, c'est pas uniquement une question de points non plus. C'est ce qui amène aussi sur la patinoire. À chaque présence, il y a quelque chose qui se passe avec lui, que ce soit après le sifflet, que ce soit une bonne mise en échec, une bonne chance de marquer. Est-ce que c'est le joueur le plus fiable défensivement? Peut-être pas, mais il y a plein de joueurs qui sont payés ce salaire-là, qui ne sont pas réputés pour être des gros joueurs défensifs. Et aussi, on l'a entendu souvent là, dernièrement avec le contrat de Suzuki, les gens se demandaient est-ce que c'est trop cher payé? Il me semble qu'il n'a rien fait, puis tout ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, on ne paye pas le joueur pour qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, on paye pour qu'est-ce qu'il va nous donner dans le futur. Puis du côté des Sens, autant que du côté du Canadien avec Suzuki, on était confiant que ce joueur-là allait valoir ce salaire-là dans les prochaines années. Est-ce que ça va être dès cette année? Peut-être pas nécessairement. Est-ce que ça va être l'an prochain? Peut-être pas non plus. Mais il ne faut pas oublier non plus que lorsque la vie va reprendre plus son cours, eh bien, le plafond salarial va augmenter également. Donc, dans 3-4 ans, est-ce que ce 8 millions-là va avoir un impact aussi majeur qu'il l'a présentement? Probablement pas, parce que la masse salariale va augmenter. Donc, ce 8 millions-là va faire beaucoup moins mal à long terme.
Donc, non, moi, je pense que c'est un très bon contrat pour Tkachuk. Et les Sens, parce que, tu sais, aussi, les Sens ont peut-être leur futur capitaine là, en Brady Tkachuk aussi. C'est un joueur qui semble amener beaucoup de leadership. Lorsqu'on le voit travailler sur la patinoire, on a le goût de le suivre. Donc, ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, ça peut paraître très cher en partant, mais moi, je pense que c'est un contrat qui va bien vieillir là, dans les prochaines années. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis, pour ajouter un petit peu de crème sur le gâteau, là, à chaque présence sur la glace, ce gars-là peut faire une différence. Que ce soit une mise en échec, que ce soit un revirement, que ce soit juste de causer n'importe quoi. Acheter les gants, c'est un gars qui est pas mal partout sur la glace. Puis comme tu dis, c'est un peu l'ombre présentement de l'équipe, c'est les Sénateurs. Puis il y a beaucoup de prédictions qui parlent. On est à 81,5 millions de masse salariale, mais il y a beaucoup de monde qui voit que d'ici 2030, 2029, probablement qu'on se retrouve de 100 millions de masse salariale. Mais comme tu dis, à 8,2 millions, ça va être beaucoup moins impactable sur l'équipe rendue là probablement. Juste faire une petite parenthèse aussi sur le contrat de Suzuki. Moi, je pense que ça aussi, c'est un très bon contrat du côté du Canadien. Il y a plusieurs personnes, là, je voyais dans les journaux, à la radio, qui disaient que c'est trop cher à payer pour un Suzuki, qu'il aurait peut-être fallu lui donner un contrat de 2-3 ans pour 5 ou 6 millions, le fameux contrat pont. Ouais. Mais je pense que les contrats pont avec les jeunes comme ça, on va en avoir de moins en moins. Puis on le voit, là, il y a les McCart qui ont signé des gros contrats, les Quinn Hughes aussi. Il y a Peterson qui en a signé un contrat pont, mais du côté des Canucks, je pense que c'était un ou l'autre, c'était soit Peterson ou Hughes qui allait signer ce contrat pont-là parce qu'on n'avait pas beaucoup de place sur la masse salariale. Donc, il y en a un qui devait se sacrifier entre guillemets. Puis du côté de Peterson, c'est un bon pari parce que s'il continue là, à produire autant, ben, il va toucher le jackpot là, lorsqu'il va être à nouveau sans contrat. Mais je pense que du côté des équipes, on veut éviter ça, de justement donner un contrat pont puis se faire brûler avec ça parce que le joueur va dominer dans ces 2-3 années-là. Et là, ça va coûter beaucoup plus cher que ce qu'on aurait anticipé si on l'avait signé immédiatement au départ avec un contrat à long terme. Donc, pour faire un parallèle, plutôt pour expliquer ça avec des exemples pour que ça soit plus concret, tu sais, admettons, Suzuki avait signé un contrat de 3 ans à 4,5 millions, puis là, il se tape des saisons de 70-80 points, puis en plus, là, il pourrait peut-être faire partie des joueurs qui vont éventuellement gagner un Selkie, sait-on jamais, il est bon défensivement aussi. Mais si justement, il joue contre les plus gros trios, il réussit quand même à récolter 75-80 points, à la fin de ce contrat de 3 ans-là, ils vont en signer un de 8,5-9 millions pour 7-8 ans. Alors que là, on l'a déjà signé pour, c'est un petit peu moins que 8 millions par année. Oui, un petit peu moins que 8 millions. C'est le joueur de centre numéro 1 du Canadien. Il y a plein de joueurs de centre numéro 1 à travers la Ligue. Peut-être qu'ils sont meilleurs, effectivement, mais il y a des joueurs qui sont payés 9-10 millions, là, que c'est des joueurs de centre numéro 1. Je pense que pour le Canadien, avoir une ligue de centre composée de Suzuki, Dvorak et Evans à moins de 14 millions par année pour les 2-3 prochaines saisons, parce qu'Evans, son contrat, c'est de 3 ans. Alors que tu as des joueurs de centre comme Taves ou McDavid qui gagnent plus de 10 millions à eux seuls. Donc, je pense que du côté du Canadien, c'est un gros luxe d'avoir cette ligne de centre-là à moins de 14 millions et d'avoir des centres de qualité de cette trempe-là. Donc, non, moi, je pense que Suzuki va honorer ce contrat-là. Puis, ça en a un autre qui pourrait peut-être avoir un C sur son chandail aussi chez le Canadien à long terme. Oui, probablement. Puis je pense que c'est ça qu'on s'en vient. Ça, c'est toujours la même réponse. Est-ce que Brendan Gallagher, on le paye trop présentement? Je pense que oui. On a fait l'erreur avec Brendan Gallagher de le payer sur ce qu'il avait fait, je pense. On ne va pas faire la même affaire avec Nick Suzuki. Même chose avec Evans, qu'on a signé quand même pour 1,7 million là, pour 3 ans là, chaque année. Donc, tu sais, je pense que pour des joueurs, peut-être pas d'étiqueter vedette, ou on étiquette ces joueurs-là concession, qu'on peut appeler. Là. Je pense pas que c'est des joueurs de concession, mais je pense que c'est des joueurs de premier trio. Puis c'est pas mal ça que ça vaut, de toute façon. Il faut penser qu'autour de 8 millions pour un joueur de 22-23 ans, c'est ça qui s'en vient. Puis les agents sont très, très, très demandants. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ça qui va arriver, d'après moi, pour les prochaines années, pour bien d'autres joueurs aussi. Là. Prochain sujet que je voulais aborder avec toi, bien évidemment, c'est le début de la saison régulière. Et la première journée a été quand même... Il y avait juste 2 matchs à l'affiche, si ma mémoire est bonne. Mais il y a quelque chose à dire sur ces 2 matchs-là. Tout d'abord, quelle mauvaise entrée en scène pour le Lightning de Tampa Bay qui, à domicile, se font lessiver par les Penguins de Pittsburgh, une équipe que plusieurs, dont moi, anticipent là, une baisse de performance là, du côté de Pittsburgh. Et évidemment, c'est le hangover de la Coupe Stanley, ça, il n'y a aucun doute. Et ça se poursuit d'ailleurs ce soir, alors qu'ils sont en train de perdre au moment où on se parle. C'est 3 ou 4-1 qu'on avait dit? Ouais, c'est rendu attends un petit peu, là. Parce qu'ils sont en train de perdre contre les Red Wings. 4-3, là. 2 buts rapides. Oh, OK, ils sont en train de remonter ça, mais quand même. Même cause 2 buts en powerplay.
sont quand même en train de perdre contre les Red Wings de Détroit, ça que le match n'est pas fini. Mais on voit que cette équipe-là est lente à démarrer. Et évidemment, c'est pas de quoi qu'il faut s'alarmer, c'est juste 2 matchs. Mais j'étais quand même surpris de voir les Pingouins. Je ne m'attendais pas nécessairement à une victoire du Lightning, mais c'est plus la façon qu'ils ont perdu. Se faire lessiver comme ça à domicile par une équipe sans Crosby et Malkin, il faut le rappeler. Sans Genzel non plus. Sans Genzel aussi, avec un gardien douteux devant le filet. Ouais, Jarry a fait la job. Il a fait la job cette fois-là, mais il l'a pas tout dans la main faite. On l'a tout pas vu venir, je pense. C'est vraiment l'équipe B en plus. Comme tu dis, il y a seulement le temps qui était qui était habillé hier dans les 4 vedettes qu'on peut dire avec cette équipe-là. Puis ils ont fait un gros statement, je pense, avec le Lightning. C'est pas une équipe qui va lâcher. Je pense qu'ils sont bien dirigés dans ce cas-là. Fait que genre d'équipe qui va bien performer. Ils mènent présentement 4-2 contre les Panthers. Donc, vont-ils balayer la Floride en 2 matchs? Écoute, ça serait tout un. En tout cas, moi, je trouve que ça serait quand même une surprise pour le début de la saison. Il y a encore beaucoup de gens. Je checkais la semaine passée. Évidemment, on était un petit peu en retard pour nous suivre notre podcast. Là, fait que j'ai un peu gratté sur Internet. Il y a encore beaucoup de gens qui mettent les Pingouins de Pittsburgh en série. Je pense que les gens ne sont pas prêts encore à enlever Crosby et Malkin de l'équation. Écoute, nous, on les a mis hors des séries les deux. J'ai hâte de voir comment ça va aller, mais je pense qu'ils pourraient nous surprendre, je pense. Puis un bon début de saison à 82 matchs cette année dans cette division-là va être vraiment utile. Donc, ils ne sont pas à prendre à la légère, je pense. Non, je pense que c'est une équipe qui, tu sais, je les ai placés, si ma mémoire est bonne, avant-dernier de la division métropolitaine, mais c'est une équipe qui va se battre évidemment à chaque match. C'est juste que je trouve que les autres équipes sur papier sont meilleures. Mais tu sais, je pense que c'est un peu le même exemple que les Bruins de Boston dans l'Atlantique. C'est une équipe qu'on anticipe tout le temps une chute, mais à chaque année, ils trouvent tout le temps une façon. Il y a tout un joueur qui sort du lot out of nowhere pour venir soutenir les Crosby, les Malkin. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas rayer cette équipe-là de la course des séries. Reste à voir maintenant, évidemment, s'il y a juste 2 matchs de jouer, même pas. Ils sont en train de jouer leur 2e match. Donc, ça a le temps de chuter. Les Sabres de Buffalo ont déjà eu un début de saison canon pour finalement être, je pense que c'est 4 ou 5 ans qu'il y avait eu un gros début de saison. Ouais. Finalement, ça n'a même pas passé proche de faire les séries. En fait, t'as que de poisson. Exactement. Donc, il faut toujours attendre avec un début de saison comme ça. Il y a des équipes qui sont plus lentes à démarrer. Il y en a qui démarrent rapidement, mais qui après ça, il manque de gaz là, à la fin de la saison. Donc, évidemment, il ne faut pas s'exciter avec ça, mais c'est quand même encourageant de voir que certains joueurs des Pingouins qui prennent le flambeau pendant que les Crosby et les Malkin ne sont pas disponibles pour jouer ces matchs-là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est encore une autre concession qui réussit à toujours faire je vais dire en anglais, là, un genre de refresh à leur concession, un peu comme les Bruins de Boston. Ils ont toujours quelque chose de bon qui s'en vient. Ça pète jamais le feu, c'est jamais en train de refaire ce que la vie est, mais c'est toujours quelque chose qui amène de plus à cette équipe-là, qui font encore, qui sont compétitifs. Je pense pas que leur idéologie, c'était de finir 30e ou 32e. Les Penguins de Pittsburgh, c'est de finir dans le top 16 tout le temps à chaque année. Ils sont toujours proches de là, puis c'est juste fun d'avoir depuis que Crosby est rentré là puis a remonté cette concession-là. On n'aime pas perdre. Ça, c'est un gros avantage quand tu arrives en saison régulière. Puis, tu sais, ce que je trouve de fascinant avec les Penguins de Pittsburgh, tu as mentionné qu'ils trouvent tout le temps le moyen de faire un refresh, mais c'est jamais par le biais du repêchage. Il n'y a aucun espoir de qualité dans cette. Là, il y a les Samuel Poulin et Pierre-Olivier Joseph là, qui sont quand même pas si. On amène tout le temps des joueurs tu sais, comme là, Jeff Carter, qui faisait plus rien à LA depuis qu'il était à Penguins, il a ressuscité. Phil Kessel, son passage à Pittsburgh, ça a été un très beau passage pour lui aussi. Il y a des joueurs comme ça qui réussissent tout le temps. Cody, pas Cody Eakin, mais Cody, c'est ici, c'en a un autre défenseur qui s'en allait nulle part. Puis quand il est allé à Pittsburgh, il avait connu un petit regain de vie. Mais ça va se gâter à Edmonton, ça, je te le dis tout de suite. Bref, tu sais, il réussit tout le temps à trouver des joueurs comme ça qui ont une deuxième vie avec les Penguins de Pittsburgh. Ça prouve à quel point cette organisation-là est quand même bien dirigée et qu'il y a une belle culture également au sein de cette organisation-là. Puis c'est ça aussi qui va peut-être les sauver là, pour encore cette année ou encore 2 ans. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va s'essouffler parce qu'à un moment donné, Malkin et Crosby, ça vieillit aussi. Mais on dirait que depuis 3-4 ans, ils sont tout le temps sur le respirateur artificiel, ils réussissent tout le temps à trouver une façon de se hisser en série. Est-ce que cette année, ce sera le cas encore une fois? Évidemment, il reste encore 80 matchs à jouer, donc c'est assez tôt là, pour se prononcer, mettons. C'est très, très long encore, il n'y a pas de problème.
Sinon, deuxième match de cette soirée-là, eh bien, c'était l'entrée en scène du Kraken de Seattle, enfin, depuis le temps qu'on en entend parler. Et honnêtement, ils ont tenu tête aux Golden Knights de Vegas. Ça a pris un but qu'on aurait pu voir facilement à l'Impact de Montréal pour... excuse-moi, le CF Montréal. Excuse-moi, j'ai osé dire l'Impact. Mais oui, toi. Pas habitué. Ça, mais bref, c'est un but, on va se le dire, c'était controversé comme but. Là. Écoute, on aurait pu dire qu'Alfonso Davies était rendu avec les Golden Knights de Vegas. Écoute, je ne comprends rien à cette décision-là. Ça a été en plus revu par la Ligue nationale, par le centre de Toronto. Je comprends rien. Écoute, les médias ne comprenaient rien. Peut-être qu'ils ne voulaient pas que les Golden Knights perdent aussi. Il faut s'en souvenir que les Golden Knights avaient perdu... Ceux qui avaient perdu ceux qui avaient gagné contre les Sharks avec un coup de main aussi. Donc, écoute, c'est de valeur parce que ça a apporté le négatif à cette game-là, parce que je pense que c'était une belle game. Le Kraken s'est bien défendu. Grubauer a bien gaulé. Lehner a été correct aussi. Paccio a fait un gros match. Le premier trio a vraiment été fort là, chez les Golden Knights dans cette game-là. Puis, c'est bon à présager pour le Kraken. Je pense que ils vont s'amuser cette année, mais je pense que les expectations sont pas aussi hautes. Là, c'est 2-2 contre les Prédateurs à soir, en milieu de deuxième. Fait que je pense que Titrain va aller loin pour cette équipe-là, mais ils vont probablement finir quand même dernier de leur division. Oui, puis honnêtement, j'ai quand même été surpris là, de voir comme j'ai mentionné, qu'ils ont tenu tête aux Golden Knights. Là, ils menaient tantôt 2-1 contre les Preds. Là, tu viens de dire que c'était 2-2, mais j'ai peut-être sous-estimé un petit peu cette équipe-là. Moi, je m'attendais vraiment à rien du Kraken, mais visiblement, il y a des joueurs qui réussissent à se démarquer quand même. Puis tu regardes l'alignement, puis honnêtement, là, c'est pas très, très spectaculaire. Mais leur défensive est là. Puis il reste à voir maintenant, comme on avait parlé lors de notre podcast pour les prédictions de cette division-là, reste à voir s'il attaque à quelqu'un qui va se lever. Mais j'ai l'impression que ça va plus être au niveau collectif, qu'il n'y aura pas de joueurs de 60 points, mais qu'il va y avoir plusieurs joueurs de peut-être 35, 40, 45 points. Ça va être au niveau collectif qu'on va réussir à s'en sortir. Mais non, honnêtement, je m'attendais vraiment à une volée des Golden Knights, surtout qu'il était à domicile en plus. Donc, non, très surpris du Kraken, pour vrai. Écoute, est-ce que Jared McCann va devenir un joueur de 40 buts? Je dirais pas jusque-là. On aurait dû faire un podcast de bold prediction, genre des prédictions assez osées, puis d'y aller avec un McCann 40 buts et plus. Écoute, il y a 2-2 présentement. Là. Taille avec Ovechkin après un match. Je devrais prendre le classement des marqueurs en photo pour dire hey, à un certain point dans ma carrière, j'étais à égalité avec le même nombre de buts qu'Ovechkin. C'est tellement vrai. Mais non, mais tu sais, ça va être une belle saison. Je pense comme tu dis, je pense qu'on a vu ce repêchage-là peut-être du moins bon qu'il devrait peut-être l'être. Mais encore une fois, il n'y a rien de décidé. C'est encore juste 2 matchs. Puis on a joué les Prédateurs aujourd'hui. Donc, ça reste à voir. Maintenant, c'est le temps d'attaquer le sujet principal du podcast, c'est-à-dire le dernier bloc prédiction pour, à moins qu'on va en faire pour les séries éliminatoires lorsque ça sera le temps, mais là, je pense qu'on a encore une couple de semaines pour... En masse. Pas mal de semaines / de mois pour regarder ça. Un gros 5 mois et demi. Exactement. Fait qu'on va y aller avec les prédictions pour les trophées principaux dans la LNH. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec le Art Ross qui est remis au meilleur pointeur. Je pense pas tant qu'on va s'ostiner là-dessus. Est-ce que tu as mis un certain 97 des Oilers? C'est dur de ne pas le mettre présentement. Écoute, moi, j'ai fait un top 3, je pense, pour chaque. Puis j'ai fait un. J'ai très fort que toi, peut-être. Donc, j'ai été qu'un top 3, puis j'ai mis un gagnant là-dedans. Je pense que c'est une position qu'on voit pas mal tout le temps les mêmes personnes. Art Ross, honnêtement, c'est à McDavid de le perdre, selon moi, parce que visiblement, c'est probablement le joueur à faire plus de points cette année encore. Mais je pense qu'il y a une personne qui peut le perdre, puis c'est lui, puis il veut pas. Donc, c'est difficile de mettre d'autres mondes. Moi, j'ai mis Nathan McKinnon comme 2e, Patrick King comme 3e. Je pense que ça va se battre entre ces 3 personnes-là. Mais haut la main, McDavid devrait gagner ça autour de 120-125 points. En fait, le seul, je pense, qui peut le déloger, c'est son coéquipier Draisaitl. Parce que le 3/4 des buts qu'il va marquer ou qu'il va préparer, Draisaitl va récolter un point aussi. Et là, reste à voir combien de buts que McDavid va faire, que Draisaitl ne va pas participer à son but, vice-versa, pour les deux. Donc, c'est pas mal le seul qui peut le challenger. Mais sinon, pour les autres noms que tu as avancés, évidemment, c'est des no-brainers. McKinnon, encore une fois, devrait être le meilleur joueur d'Avalanche et de loin.
Patrick Kane, on y pense pas tout le temps parce que c'est les Blackhawks de Chicago, mais Kane, dernièrement, des dernières saisons, a connu vraiment des belles années. Donc, ce serait pas surprenant de le voir là, se hisser au sein du top 3 des meilleurs pointeurs, mais on peut garrocher Kucherov dans l'eau aussi. Il y a tellement de joueurs là, qui. Mais comme tu as dit, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent de toute façon. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de grosses surprises de ce côté-là. Donc, le gagnant pour toi et moi, ce sera McDavid. Donc, pas de grosse chicane là-dessus. Non. Maintenant, trophée Maurice Richard, remis au meilleur buteur dans la saison régulière. Est-ce que je vais en premier ou si tu veux y aller? Ouais, vas-y, c'est l'honneur, c'est à toi. Ben écoute, je vais être plat, mais j'ai encore mis McDavid. Moi, je pense que cette année. Ah ouais? Ouais, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis un gars comme Austin Matthews, mais l'affaire, c'est que McDavid va jouer encore dans une division assez faible, donc je pense qu'il va en bénéficier, tandis que Matthews va jouer dans l'Atlantique, une division qui est beaucoup plus relevée. Donc, ça ne sera plus aussi facile de marquer des buts que comme il l'a fait l'an dernier dans la division Nord où toutes les défensives étaient aussi bonnes qu'une défensive calibre Pee-Wee 2W. C'était vraiment assez horrible, merci. Mais je pense que McDavid va encore une fois jouer contre des équipes plus faibles plus souvent parce que l'Ouest en général est plus faible également que l'Est selon moi. Donc je pense que c'est un gars qui va en bénéficier là, du côté de McDavid. C'est pas un mauvais choix. C'était mon deuxième choix, moi aussi. Premier choix, j'ai été avec Tyler Toffoli. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'avais mis quatrième, d'ailleurs. Non, j'ai mis David Pastrnak en troisième, Connor McDavid en deuxième, et j'ai mis Austin Matthews premier. C'est avec Matthews. Malgré un début de saison qui ne sera pas là, je pense que l'année passée, il a vraiment fait un statement. C'est quoi, 41 buts en 56 rencontres ou 55 rencontres? Division Nord! Hein? Division Nord! Vision Nord, je le sais, mais quand même. Moi, je pense que c'est quand. Ben, talent est là. Vision Nord, il faut que tu aies fait tes 41 buts dans le net. Mais moi, j'ai pris Austin Matthews cette année. Je ne suis pas un gros fan des Leafs, mais je pense qu'il y a vraiment tout l'espace pour le faire, un peu comme Ovechkin. Puis, tu sais, ironiquement, moi, j'ai pas mis Ovechkin dans mon top 3, même si je ne l'ai pas changé à cause de sa game d'hier de 4 points. Je pense qu'il y a une petite pente de descendance pour Ovechkin. J'en ai peut-être un 35-36 buts cette année. Mais je pense que Matthews est capable de topper le 45, peut-être le 50. Mais comme tu dis, je suis d'accord avec le point que Connor McDavid joue dans une division peut-être un petit peu plus faible. Mais je pense qu'Austin Matthews va avoir faim cette année. Je pense qu'il est prêt à mettre les livres sur la map. Je ne sais pas si, petite parenthèse, tu as vu l'émission qu'ils ont faite, la loi de télésérie qu'ils ont faite sur Amazon Prime. Non, je n'ai pas encore regardé. Pour vrai, j'ai commencé un petit peu, là, puis je vais l'écouter en fin de semaine, je vais le terminer. Là, ça a l'air d'être super excitant, donc c'est un petit plus que je vais racheter à ma télévision. Tu as envoyé une petite balle courbe pour le trophée Maurice Richard. C'est ça. Est-ce que Liney peut se hisser dans le top 5 cette année? Je pense pas. Ah, top 5? Top 5. Oh, attends un peu. OK, mettons qu'on va étirer ça un peu plus pour te faire y penser encore plus. Top 10, mettons. Bon, top 10 probablement. Moi, je pense que l'aîné peut faire un 35-40 buts. Je vois pas je vois pas grand joueur faire 40 et plus dans une nationale. Souvent 4 ou 5. Oui, top 10 probablement. Top 5, peut-être. Ça va dépendre de la qualité avec qui il joue. OK, si on coupe la part en deux puis qu'on dit top 7. Écoute, il n'y a pas de but à soir, c'est 7-1 pour les Blue Jackets. écoute, probablement, top 7, je le mettrais top 7, oui, sans problème. Sans problème. L'aîné, 7e, pas de problème. Parfait. Si on y va maintenant avec le trophée Norris. Je vais te laisser aller en premier pour celui-là. Lui qui est remis évidemment au meilleur défenseur. Oui, ancien défenseur que je suis. Non talent du Norris, mais plus talent du banc de punition. Écoute... Écoute, Victor Edmond doit être dans les discussions. Adam Fox, l'année passée, m'a fait mettre ce joueur-là dans la discussion aussi. Mais je vais pour Kyle McCarr. Je suis désolé. Bon, ça ne se tiendra pas. Hein? Je pense que c'est son année. Non à cause du contrat, non à cause du talent. Je pense juste que l'Avalanche est rendue là dans la conception de l'équipe. Je pense qu'il va prendre vraiment avantage à être le meilleur défenseur de cette équipe-là. C'est un gars qui patine extrêmement bien, a de très bonnes mains, une bonne vision du jeu. Mais là, je pense que peut-être que l'Avalanche sait un petit peu ce qu'il faut pour gagner. Victor Hedman, c'est le fun, c'est beau, c'est tout le temps bon. Le problème, c'est qu'on a très rarement vu un défenseur l'être 2 années consécutives, 3 années consécutives, puis là, il a été 2 fois dans les 4 dernières années, je pense, ou 1 fois dans les 3 dernières années.
Donc, je suis pas sûr, là, je l'ai dit, de out of the blue. Puis Adams Fox, c'est très difficile d'avoir 2 trophées Norris de suite. Là. Le dernier, je pense, c'est Nicolas Ekstrom. Niklas Ekstrom, donc écoute, moi je vois Kel McCarr cette année sans problème. Mais écoute, j'ai été avec la même décision que toi pour McCarr. Là, je pense que l'Avalanche va connaître une grosse année en général. Et je ne serais pas surpris de voir des joueurs dans cette équipe-là ramasser une coupe d'honneur individuelle. Puis McCarr en fait partie. Là, je pense que c'est le leader à la ligne bleue du côté de l'Avalanche. Puis le fait d'avoir des bons attaquants devant lui, ça l'aide aussi pour ramasser pas mal de points. Puis également très bon défensivement. Donc, non, je pense que ça va être le gagnant là, du Norris cette année. Donc, encore une fois, on ne va pas s'ostiner là-dessus, malheureusement. Finalement, le podcast va durer 15 minutes, comme c'est parti là. Mais on va y aller avec le trophée Vizina. Encore une fois, je ne pense pas qu'il va y avoir, malheureusement, de débat. Moi, j'ai mis Vasilevski, même si c'est pas très bien parti. Même pas moi. Oh! Pas moi. Oh! Bon, parfait. Non. Parfait. Non, écoute, moi, je me dis, tant que là, c'est sûr que ça paraît mal parce que là, le Lightning a connu un premier match assez horrible. Puis là, je sais pas si on réussit à égaliser contre les Red Wings présentement ou si c'est encore 4-3. On va dire ça tout de suite. C'est 4-3 encore. Fait le deuxième. C'est encore 4-3? Ouais. Bon, fait que là, ça part moins bien, mais tu sais, évidemment, comme j'ai mentionné, des équipes qui partent plus lentement. Puis je pense que le Lightning, visiblement, ça va en être une. Mais tu sais, quand tu regardes, parce que tu sais, Vizina, évidemment, la seule catégorie qui importe, ce qui est plate un peu là-dedans, c'est les nombres de victoires. Je pense que le Lightning, évidemment, va être encore une fois dans les tops là, dans l'Atlantique. Puis tant qu'il va y avoir le top 4 en défensive composé de McDonough, Sergachev, Hedman et j'ai dit top 4, mais c'est plus un top 3 parce que les autres, ils complètent bien, mais c'est pas vraiment des défenseurs d'impact. Là. Mais tant que ce top 3-là va être là, Lightning a encore une fois une très bonne défensive avec ces joueurs-là. Donc, ça va bénéficier pour un Vasilevski. Mais attention, je vais amener un nom qui va paraître un peu out of the blue à première vue. Mais comme j'ai mentionné, catégorie qui est principale pour un gardien de but pour le Vizina, c'est le nombre de victoires. Je ne serais pas surpris de voir un Darcy Campers glisser dans la course. Ça, c'est mon pick. J'en dirai pas plus. Je vais te laisser expliquer ton point de vue pour Darcy Camper. Ça, c'est mon pick. Pourquoi? Parce que Vasilevski a passé toujours proche de le gagner. En 2019, il l'a gagné. Il est passé sur Marc-André Fleury, d'ailleurs, que j'ai mis 3e dans ma liste. Ouais, j'y étais fort. Je pense que Fleury est le genre de personne qui peut sortir les Blackhawks de leur mauvais périple. Mais moi, j'étais avec Darcy Kuemper. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir plus de victoires cette année dans les nationales. Je pense que le Lightning ne sera pas autant victorieux cette année que l'année passée. On va connaître encore une bonne saison pendant les séries éliminatoires. Puis c'est des séries que ça se joue. Mais là, on parle de le meilleur gardien, Vizina. Évidemment, moi, je pense que l'Avalanche, comme tu disais tantôt, va gagner plusieurs trophées individuels et Kuemper va gagner celle-là. Je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il a enfin une bonne équipe. Je pense qu'il va jouer vraiment à la hauteur de son talent. Donc, je vois Kuemper cette année pour ça. Non, puis comme je dis, là, honnêtement, moi, Kuemper est dans mon top 3 facile. S'il reste en santé, parce que ça, c'est le gros point d'interrogation avec lui, c'est est-ce qu'il va être capable de rester en santé tout au long de la saison. Il a eu son lot de blessures là, dans le passé, mais s'il reste en santé toute la saison, top 3, sûr et certain, c'est un lock selon moi. Après ça, tu as Vasilevski, puis le troisième, le troisième, je ne sais pas qui je mettrais dans ce top 3-là. C'est tough, hein? Les 2 premiers, c'est le gros évident, mais après ça, là... Tu vas y aller avec Tristan Jarry, je pense. Non. Il y a des bons gardiens cette année quand tu regardes les équipes, c'est difficile pour vrai. C'est pas facile. Peut-être un gars, parce qu'encore une fois, les victoires en sont pour beaucoup, mais je pense qu'un gars comme Robin Lehner pourrait aussi en faire partie parce que là, il n'y a plus Fleury d'impact à Vegas. Ouais. Fait que la majorité des victoires, c'est lui qui va les récolter. Puis je pense que Vegas sont seuls dans leur division. Puis encore une fois, dans l'Ouest, c'est assez mince. Donc, je vois vraiment Lehner peut-être ça ici dans le top 3. Pas le remporter, mais faire partie des finalistes. Oui, puis le troisième est très, très bon. Il y a plusieurs qui pourraient tomber troisième. J'ai mis Fleury et moi, mais ça pourrait être Lehner, ça pourrait être Demko si la Vancouver va bien. Il y a Vanecek aussi avec Washington. On l'oublie souvent, mais Washington a l'air d'avoir encore du gaz dans la tank, on peut dire. Là. Donc, ça peut être une équipe aussi qui peut surprendre. Donc, ça va être difficile pour vrai. Là. Puis, c'est une chose qui peut arriver. Le troisième dans cette division-là. Mais 1 et 2, sans contredit, moi, je pense que ça va être Vasilevski ou Mr. Darcy Kuemper.
Prochain arrêt, on s'en va du côté du Calder pour la recrue de l'année. On a discuté brièvement lors des derniers podcasts. Ouais. Bon, mon choix ne change pas, même si c'est pas très bien parti depuis le début de la saison, parce que 2 buts en 2 games pour le Canadien, c'est pas à ce rythme-là que Cole Caulfield va réussir à mettre la main sur ce trophée-là. Mais il a quand même eu plusieurs chances qu'il a raté, malheureusement, surtout contre les Sabres ce soir. Ça reste mon pic. Mais évidemment, il y en a un à Anaheim qui est en train déjà de faire ouvrir ben des yeux. Puis on attendait Trevor Zegras, mais c'est plus Mason McTavish qui est en train de faire un statement du côté d'Anaheim. Donc, hâte de voir si ça va se poursuivre. Mais je vais garder mon pic avec Caulfield parce que, évidemment, comme c'était mon choix dans les derniers podcasts, ce serait un peu épais de changer puis passer pour la girouette là, qui ne se décide pas. Fait que Caulfield demeure mon lock, mais je suis moins confiant qu'en début de série. Qu'avec la saison de commencer, évidemment. Ouais, c'est bien correct. Écoute, moi, j'ai changé. Donc, finalement, j'avais pris Trevor Zegras pendant nos podcasts. Je m'avais dit que ce serait la personne que je verrais le plus. Je n'ai pas tant aimé son camp d'entraînement, donc j'ai changé. J'ai été avec Cole Caulfield aussi, donc on ne s'assinera pas pour le caller cette année. Pourquoi? Parce que je pense que les occasions de marquer vont être plus là, vont être plus souvent utilisées en power play s'ils peuvent en avoir, au lieu que ça soit nous autres qui pognent des punitions à Montréal. Donc, je pense que. J'ajouterais que même quand ils ont des power plays, c'est plus ou moins menaçant, malheureusement. C'est-tu. Oh, boy, c'est pas facile. 5 contre 3, 1 tir contre les Leafs. Bon, OK, j'ai dit qu'on parlait pas de CH, on continue. Vas-y. On continue, donc. Entre-temps, on en parle indirectement vu que Caulfield, c'est notre choix, mais bon, vas-y. Oh, effectivement. Si Chariot peut sortir du banc des punitions, il y a 3 punitions en soir, parce qu'on n'en parlera pas trop longtemps. Donc, comme on disait, moi, j'ai pris Cole Caulfield. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, il va juste sur powerplay. Probablement, le joueur il va être sur le premier trio toute la saison. Je pense pas que les autres vont passer l'année sur le premier trio. Trevor Zegras a fini deuxième. Puis moi, j'ai mis Moritz Seider comme troisième. Donc, je pense qu'avec l'opportunité qu'il y a avec les Detroits, Détroit, donc je pense qu'il y a en masse de place pour lui pour avoir connaître une bonne saison. La défensive est pas super forte, donc c'est un joueur qui peut se démarquer assez rapidement. Et d'ailleurs, il a son premier point ce soir. Donc, si j'avais eu à mettre une recrue des Red Wings dans la course, j'aurais mis Lucas Raymond. Moi, je pense que la blessure à Vrana va lui ouvrir la porte très grande. Il a connu un excellent camp d'entraînement. Honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il soit parmi les finalistes, mais Seider, c'est un bon choix aussi. Ouais. Moi, j'ai été par Seider. J'ai vraiment aimé son camp d'entraînement. Semblait solide défensivement. Puis écoute, quand même une bonne apport offensif dans le camp d'entraînement. Il n'a pas fait beaucoup de points, mais c'est un gars qui se lance à l'attaque. Mais j'avoue, Lucas Raymond nous a pas mal surpris. Écoute, surpris peut-être, mais il était temps aussi en même temps. Je pense qu'on avait besoin de ce joueur-là cette année. Puis en plus, s'il peut fleurir cette année, ça va être encore mieux. Et en plus, surtout avec la blessure de Vrana, c'était l'élément clé à l'attaque. Là, tu amènes un Raymond puis qui connaît un gros camp comme ça va être plus rassurant du côté des Red Wings. Là. Ouais, il va peut-être un peu plus respirer au niveau des Red Wings. On va espérer juste que Larkin n'est pas blessé. Là. Il a eu une mise en échec un peu sauvage en deuxième période. Donc, il avait de l'air d'avoir attaqué dans le match encore, mais cette équipe-là retient sur 1 ou 2 blessures. Évidemment, je pense qu'on va faire les séries, on le sait tout. Mais un joueur vedette qui s'en va, là, quand je dis vedette, c'est un joueur comme Larkin, un joueur comme Bertuzzi se blesse encore cette année. C'est qu'il doit prendre la cave, ça sera pas tellement long. Donc, on va closer ça avant de parler de la Coupe Stanley, bien évidemment, avec le trophée Selke qui est remis à l'attaquant. On dit meilleur attaquant défensif, two-way, mais on s'entend que la part de points aussi, il faut qu'il soit là-dedans. Donc, c'est un peu nébuleux comme définition de trophée. Mais moi, j'ai mis, selon moi, c'est le joueur qui va devenir le futur Patrice Bergeron des temps modernes, c'est-à-dire le gars qui va le remporter genre 5-6 fois en ligne ou qui va être des finalistes là, 5-6 fois en ligne. Et ce jeune homme se nomme Alexander Barkov du côté des Panthers de Floride. Très bon attaquant de two-way, comme on appelle. Puis en plus, c'est un excellent attaquant offensif du côté des Panthers. Moi, je pense que c'est un qui va être dans la conversation pendant plusieurs années à venir là, du côté de Barkov. Mais on ne s'assinera pas. Finalement, on est pas mal solide sur nos pics. Moi, ça a été Alexander Barkov. Pourquoi? Parce que ce joueur-là est tellement utile sur une glace. Il peut faire tout, est bon dans tout, est bon défensivement, gagne ses mises en jeu, est toujours l'impact des joueurs. Il va être vraiment difficile à déloger pour les prochaines années. On a eu un Andy Kopitar et un Patrice Bergeron pendant longtemps. Patrice commence à vieillir. Toujours en discussion, selon moi, finit 3e dans mon peloton à moi. Mais Alexander Barkov premier. Et j'ai mis Mark Stone deuxième. Je pense que Mark Stone se définit un petit peu plus comme un joueur two-way aussi. Mais comme tu dis, ce trophée-là,
m'énerve, je vais le dire comme ça, parce que on n'a plus la même définition qu'on avait dans les années 90, je pense, en tant que Carbonneau, Doug Gilmour pour faire remporter ce genre de trophée-là. C'est maintenant rendu un trophée de bons joueurs offensifs, mais qui finissent dans les plus ou moins les plus élevés. Donc, écoute, ça va être difficile, mais comme tu dis, je pense qu'Alexander Barkov, qui l'a gagné d'ailleurs en 2020-2021, va être probablement la cible et la personne à détrôner. Il va être là pour une couple d'années, en tout cas dans les discussions 1 et 2 et 3. Mais je pense que cette année, les Panthers sont vus très loin et très haut dans le classement. Et je pense qu'Alexander Barkov, avec son nouveau contrat de 80 millions pour 8 ans, c'est ce genre de joueur-là. Je suis d'accord avec toi, Pesselki. Petite parenthèse, moi, le trophée qui me gosse le plus, c'est le Norris, parce que c'est défenseur offensif uniquement, alors qu'un défenseur, son but premier, c'est de défendre son territoire, et c'est même pas là-dessus qu'on se base pour donner. Tu sais, il faudrait qu'il y ait un trophée de défenseur défensif, tu sais, que pour les Adam Pelech, qui est du côté des Islanders, qui est excellent. Tellement d'accord. Comme shutdown defenseman, mais qui n'a aucune reconnaissance à ce niveau-là. Je pense que ça prend vraiment un trophée de défenseur défensif, parce que pour vrai, tu sais, quand tu as des défenseurs comme Eric Carlson qui réussissent à mettre la main sur le Norris, puis que c'est probablement un des pires défenseurs de la Ligue en termes de défenseur défensif. Il est excellent offensivement. Peut-être moins des dernières années, mais dans son prime, il était excellent. C'était le meilleur défenseur offensif. Mais dans son territoire, il fallait que tu te bouches les yeux des fois tellement que c'était pas beau à voir. Là. Ça prendrait vraiment un trophée pour souligner le travail des défenseurs défensifs qui sont excellents pour museler les attaquants adverses. Nous. Écoute, c'est ce que Norris était dans le temps. Donc, tu peux garder ce trophée-là pour les joueurs défensifs, mais tu peux aller rajouter un trophée Raymond Bourque pour le défenseur offensif aussi. Ça devrait se faire, là, un peu comme qu'on fait avec les attaquants. Là. Je pense que le Selke et le Art Ross et le Maurice Richard, c'est 3 trophées qui sont pour le même type de joueur, mais qui vont catégoriser chaque joueur d'attaque. Donc, moi, je suis bien d'accord avec toi. On devrait rajouter un trophée Raymond Bourque pour le plus de points ou un trophée d'un Lidstrom ou quelque chose d'un attaquant, d'un défenseur qui était très offensif. Là, c'est sûr que ça se fait, mais évidemment, je suis d'accord avec toi. C'est 2 trophées qui sont mitigés, puis je pense qu'ils sont critiqués les deux. Hein. C'est souvent les 2 trophées qui sont les moins vus et les plus critiqués. Donc, malheureusement pour ceux-ci. Maintenant, la cerise sur le Sunday, mon Stéphane. Attends, je te lance une balle curve. On a fait d'autres tantôt. Oh, OK, oui, vas-y. Vas-y avec ta balle courte, je vais essayer de l'attraper. Ton joueur, je sais que tu ne voulais pas le faire, mais ton joueur par excellence de la finale de la Coupe Stanley, ça serait. Ah non, on n'est pas rendu là. Pour faire la finale de la Coupe Stanley, je me suis trompé. C'est là que je m'en allais, mon cher. Oui, j'étais sûr que c'était rendu aux questions. C'était la cerise sur le Sunday que je voulais annoncer. On rewind. La finale de la Coupe Stanley. Après mûre réflexion. Facile. Oh, vas-y, si c'est facile. Ouais, vas-y. Je te surprends, t'as l'air surpris. Là. Oh oui, moi je Écoute, j'ai même pas hésité. C'est pas vrai, j'ai pas hésité pas en tout. Bon, Islanders, Colorado. Islanders, Avalanche comme en finale. Là, je sais pas si Mesmer est en connexion avec nous autres. Tu fais ça toi avec? J'ai Islanders, Colorado. Hey, c'est malade. C'est malade. Je vous le jure, on s'est aucunement consulté avant le début de podcast. On a reporté le podcast 3 fois par ma faute en plus. Puis on s'est pas consulté pantoute. Mais ça fait du sens. Mais c'est parce que l'Avalanche, honnêtement, je pense qu'après les déceptions qu'ils ont eues les dernières années, ils vont avoir faim cette année. Puis je pense que ça va être une équipe qui va vraiment être excellente là, pour se rendre jusqu'au bout, selon moi. Les Islanders, c'est une autre équipe qui sont dues. La seule équipe maintenant qui réussissent à battre, parce que c'est les 2 fois qui ont été éliminés dans les dernières années, c'est le Lightning. Il faut qu'ils réussissent à passer le Lightning. Mais je trouve tellement que cette organisation-là a tout pour gagner, même si c'est rien d'hyper flashy, les Islanders. Ils ont un des meilleurs coachs, ils ont un bon duo de gardiens, ils ont un très bon groupe de défenseurs. Avec Noah Dobson, je pense que ce soir, il y a déjà 2 passes. C'est ridicule. Là. Ça marche au toast là-bas. Il est en train de prendre sa place avec cette équipe-là. Puis on ajoute des Piura qui sont bons pour défendre. Les Perlec que j'ai mentionné tantôt aussi. Et en plus, on a un groupe d'attaquants qui, sans être encore une fois spectaculaire, tu sais, juste le fait que les Islanders retrouvent Anders Lee, qui ont perdu pour quasiment toute l'année l'an passé, il a été blessé, le capitaine. Il est de retour cette année. Là, tu as des Beauvilliers, tu as des Pajot, tu as Wallstrom, là, un jeune joueur qui va pousser également. Tu as les Barzal, évidemment. Donc, non, cette équipe-là, il faut juste que soit qu'elle réussisse
à passer leur bête noire ou que quelqu'un réussisse à le faire à leur place. Mais si les Lightning n'est pas dans le chemin des Islanders, moi, je les vois jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi, puis pour les mêmes raisons. Écoute, puis je vais même pousser la réflexion plus loin. Moi, je pense que Barry Trotz va gagner le coach de l'année en plus. Donc, écoute, moi, je pense que les Islanders sont capables d'y aller. Oui, Tampa Bay doit se faire tasser. Je pense qu'ils sont capables de les battre encore cette année. Ils sont allés chercher les joueurs pour ça. Mais ça va prendre la part de tout le monde, puis d'un Sorokin en feu. Par contre, je pense que l'Avalanche est rendue là. L'Avalanche me fait penser un petit peu au Lightning de 5 ans. Donc, une équipe pleine de talent, bourrée de talent, un petit peu dans un creux de vague, là, essayer de trouver un peu leur identité. Puis on l'a vu depuis 3 ans. Là. Perd en 4 contre Columbus et pouf, c'est parti. Sky is the limit. 2 Coupes Stanley collées. Elles sont encore en discussion pour une 3e, mais ça n'arrivera pas. Donc, je pense que Colorado est rendu là. Je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu un no-brainer dans l'Ouest. Je pense que cette équipe-là est rendue à la croisée des chemins, va devoir gagner et là, a le leadership pour gagner. Puis les Islanders, mais ils vont se frotter à d'autres en finale. Les Islanders ont une bonne petite équipe. C'est un système de jeu qui est, oui, défensif, oui, souvent un petit peu plus plate à regarder, mais c'est une équipe qui est tellement belle à voir jouer quand ils jouent ensemble. C'est une équipe qui sort la rondelle. Ils ont des bons jeunes, des bons vétérans. Ils ont été chercher des joueurs d'expérience avec Paul Mary l'année passée. C'est des joueurs qui ne lâchent pas. Il y a probablement le meilleur 4e trio de la Ligue avec Clutterbuck au centre. Donc, c'est une équipe qui se donne à chaque game. Puis c'est l'avantage. C'est le système Barry Trotz. Il a gagné avec une équipe qui n'avait aucune défensive, qui était Washington, il y a quoi, 3 ans déjà, qui a gagné la Coupe Stanley, 4 ans? 4 ans à peu près, ouais. Donc, tu sais, avec une équipe aucunement défensive, il a réussi à gagner la Coupe Stanley avec un système qui a implanté en même pas 1 an. Donc, j'imagine pas comment que cette équipe-là est drillée pour se rendre en haut. Là. Donc, pour moi, pour vrai, c'était facile. C'est rare, je dis ça, là, mais j'ai même pas eu de doute que c'était ces 2 équipes-là qui allaient en finale pour moi. OK, mais là, qui gagne la Coupe, par exemple? Tu as une finale, Colorado, Islanders. C'est qui ton gagnant? Puis tu as combien de matchs pour le fun? Colorado en 6. Je l'ai fait ce exercice-là. Je les ai mis en 6. Beaucoup de monde probablement le mettent en 7 à cause du système défensif des Islanders, mais j'ai mis Colorado en 6. Pourquoi? Juste à cause de comment que l'équipe est bâtie, comment que oui, ils sont bons offensivement, oui, ils ont une bonne défensive. Après ça, ils vont avoir Kemper qui va rentrer là. Et je pense que cette équipe-là, offensivement, avec une idée en tête, va être dure à arrêter. Va être vraiment difficile. Écoute, juste hier, là, oui, ça a fini 4-3 la game ou 3-2, là, je me souviens pas là, contre les Blackhawks, mais ça a commencé là, ça a fini 4-2, excusez hier. Là, ça a fini comme c'était 17 tirs contre 2 après 10 minutes de jeu. C'était fou, ça courait partout. Les Blackhawks ne trouvaient aucunement le moyen de respirer pour prendre la rondelle. Donc, cette équipe-là peut maintenir ce rythme-là à long terme, même si le système défensif des Islanders est très, très bon. Je pense que les Islanders ne seront pas capables de toffer plus que 6 rencontres. Moi, je vais aller avec Islanders en 7. Parce que je trouve que le point faible de l'Avalanche, puis on l'a vu un peu contre les Golden Knights lorsqu'ils ont joué contre eux, quand ils jouent contre une équipe qui les brasse un peu, ils ont de la misère à répondre à ça. Puis les Islanders, c'est une équipe qui n'est pas le fun à jouer contre. Ils sont bons pour étouffer l'adversaire. Il y a des joueurs là, qui sont quand même robustes dans cette équipe-là. Donc, puis je pense qu'ils, devant le filet, ils ont quand même un avantage. Surtout si en plus il y a des blessures. Si Kemper se blesse, Francouz, c'est pas la réponse selon moi. Tandis que les Islanders, s'ils devaient perdre des joueurs au combat, je pense qu'ils ont plus de profondeur, surtout devant le filet. Puis on l'a vu, je pense que c'est là 2 ans que l'Avalanche était quasiment rendu à leur 3e gardien. Là, puis, je pense que c'était Hutchinson qui était dans le filet. Hutchinson qui était dans le filet, oui. Ils n'ont pas une bonne profondeur devant le filet. Puis en série, c'est crucial. Si tu perds ton gardien numéro 1, t'es fait. Là, si tu n'as pas un bon numéro 2. Puis les Islanders, je pense qu'ils ont cette profondeur-là. Autant aussi dans les autres positions. Puis honnêtement, je serais content pour les Islanders parce que c'est pas un marché hyper sexy. C'est pas, l'Avalanche ont eu leur gloire dans les années 2000. Oui, les Islanders ils ont peut-être eu leur gloire vraiment plus longtemps avant, mais ça fait quand même un bout que les Islanders là, sont. On n'en parle pas bien. C'est souvent, à New York, c'est souvent les Rangers qu'on parle.
C'est souvent le petit cousin oublié. Exactement. Donc, ce serait pas pire qu'il réussisse à gagner la coupe et qu'il réussisse à avoir un petit peu de spotlight. Là. Je pense qu'il le mérite. C'est une formation, comme tu as dit tantôt, c'est pas la formation la plus excitante à avoir joué, mais c'est une formation qui est bien dirigée et qui mérite d'avoir son lot de succès. Donc, une Coupe Stanley en bout de ligne. Ouais, je suis d'accord. Puis comme tu dis, ça fait extrêmement longtemps que c'est arrivé. Là. Donc, dans la plupart des derniers temps, c'était Mike Bossy qui était là-bas. Donc, ça fait longtemps que c'est arrivé. C'est sûr qu'ils sont dus pour ça. Je leur souhaite, pour vrai. Je leur souhaite vraiment beaucoup. Là. C'est une concession qui est belle. Moi, je trouve que c'est une belle petite équipe. Mais comme tu dis, c'est pas flamboyant. Les gens les aiment pas, c'est pas flamboyant. C'est pas les Rangers, c'est pas la gastronomie de New York. Mais c'est moins pire que les Devils, au moins. Un petit jab, c'est Devils, c'est un autre. Dang, un petit jab! Fait que, écoute, c'est ce qui mettrait fin là, au sujet principal. On va juste terminer ça avec le segment sur réception parce que j'ai 4 belles petites questions pour toi. Les Pingouins ont perdu en passant. Ils ont perdu? En overtime. Puis j'ai vu que le Kraken a pris des devants sur les Preds. Ben oui, toi. Les Kraken, ça lâche lâche peut-être pas. pour le Kraken. À suivre. 22e, Wenberg. Puis je vais juste noter, par exemple, ça vaut la peine. Là. Bjorkstrand, 2 buts, 2 passes avec les Blue Jackets qui ont démoli les Coyotes. Oh, ça finit combien finalement? J'ai vu que c'était 8 à 2. Combien? 8 à 2? Ouf. Aïe, 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 ça va être... Ben justement, il y a une de mes questions qui touche les Coyotes de l'Arizona, mais c'est ma dernière. C'est ma dernière. Puis non, c'est pas le chandail. Pour te rassurer, c'est pas le chandail. Oh boy, vas-y. Question numéro 1. Là, je pense à fond parce que là, ça va nécessiter un petit peu de réflexion pour cette première question-là. C'est parti. Yes. Selon toi, quelle est la prochaine équipe canadienne à gagner la Coupe Stanley? Oh my God! Quelle bonne question. Ça a passé proche. On a une finale l'année passée avec le Canadien. Mais... On a une finale avec le Canadien l'année passée. Écoute, plusieurs vont dire que probablement vont voir Toronto dans les prochains. Moi, honnêtement, je pense que s'il y a une équipe dans les 3-4 prochaines années qui peuvent, il va juste leur manquer un gardien. Ça va être Edmonton. Edmonton? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Toronto va trop choquer en playoff. Écoute, c'est une équipe qui est montée bizarre, honnêtement. Donc, je sais pas quoi dire, là. Écoute, moi, je pense que ça va être Petite parenthèse sur Toronto, mais juste pour donner un petit jab aux Leafs. As-tu vu la publication Instagram de je sais plus trop qui, quand il disait que sur la publicité des casques des Leafs, c'était TikTok? Puis il y en a un qui dit ça représente assez bien parce qu'en un TikTok, on peut résumer le parcours en série des Leafs des dernières années. C'est tellement bon, je l'ai vu aujourd'hui. C'est malade. C'est malade. Écoute, c'est malheureux de dire ça qu'une équipe avec autant de talent. Tu sais, puis oui, on fait un side sur ta question. Là. Bon, les Leafs de Toronto là, sont une équipe qui plein de vedettes, bourrée de talent, un bon coach, belle organisation. Je n'haïs pas ce que l'organisation fait avec ces jeunes, mais mon Dieu que ça n'a pas de cœur. Tu sais, c'est bizarre à dire, ça n'a pas de cœur, cette équipe-là. Puis pourtant, tu dis, il y a tellement, tu sais, ils sont allés chercher des joueurs pour ça, ils sont allés chercher du... Je sais pas. On dirait que c'est dans l'air de Toronto, je sais pas quoi dire. C'est vraiment bizarre. Qui commence par aller chercher un vrai gardien numéro 1, ça va déjà aider en partant. Là. Bon, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, honnêtement, dans les dernières années, oui, les gardiens sont importants, mais avec une équipe bourrée de talent comme ça, c'est juste en finale de la Coupe Stanley, tu vas voir la différence. D'après moi, là, une concession que très bon gardien, mais c'est un gardien moyen. Là. Écoute, dois-je te rappeler la fois où il menait 4-1 contre les Bruins d'un match et que Anderson a décidé que non, je pense que c'est Reimer. Je pense que c'était Reimer. C'est Reimer. Il a décidé non, not today. Not today, my friend. Il n'a plus joué non plus. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Fait que tu vas avec Edmonton? Je vais avec Edmonton, puis j'aurais aimé ça dire Vancouver. Écoute, moi, c'est ma réponse. Moi, c'est Vancouver. Je pense que les Canucks ont déjà le gardien d'avenir en Demko. Ouais. Sinon, il y en a un autre qui pousse dans la Ligue américaine, dans Michael DiPietro, qui est quand même pas mauvais non plus. J'espère que ce ne sera pas comme l'autre DiPietro, hein? J'espère que non. Les Islanders, ça peut être encore, là? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y en a encore pour... Encore pour 2030, je pense. Puis, non, c'est ça, du côté des Canucks, on a déjà le gardien en Demko. On a déjà une défensive qui s'en vient bien avec les Quinn Hughes. On vient d'aller chercher Oliver Ekman-Larsson aussi. Il y a Tyler Myers qui n'est pas si mauvais que ça non plus. Donc, on a quand même des bons petits défenseurs.
À l'attaque, ça s'en vient bien. On a un mix de vétérans et de jeunes. On a des Peterson qui sont plus jeunes, mais on a des gars comme JT Miller qui est pas vieux, mais qui est quand même un vétéran dans la ligue. On a des Brock Besser qui sont encore là. Je pense que du côté des Canucks, ça s'en vient. Peut-être qu'il va manquer peut-être un défenseur d'impact de plus, mais je trouve qu'en plus, il y a des Paul Cousin qui s'en vient également cette année. Il y a Niels Hoglander qui est un jeune joueur aussi qui s'en vient, qui est déjà là en fait. Oui, il est déjà là, Il va devenir de mieux en mieux dans les prochaines années. Donc, moi, je pense que ça va être Vancouver, mon pic. Parce que Toronto, écoute, je pense que Toronto, comme tu as dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche juste pas avec ce club-là, peu importe ce qu'ils font. Edmonton, comme c'est parti là, trouver un gardien de but, c'est pas tant leur priorité, malheureusement. Est-ce que Mike Smith fera le travail? Oublie ça. Le goal est méchant de game hier. Ben, moi, j'écoutais la game. Oui, mais il ne te rendra pas en finale de la Coupe Stanley avec Mike Smith. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, c'est quoi dans l'autre gardien? Là? Koskinen. Non, c'est ça. C'est ça, mais comme je te dis, il manque un gardien. Moi, je pense que les Oilers sont meilleurs offensivement, mais il manque un gardien. Mais les Canucks, c'est un bon choix. Par contre, moi, je pense que les Canucks, le problème, c'est qu'ils ont les Oilers avant. Ils ont les Oilers avec eux autres. C'est eux qui leur font mal à chaque année. À chaque année, les Oilers réussissent à gagner 75% de leur partie contre les Canucks. Ils arrivent en série souvent, puis ça flanche. Tant qu'ils ne se rencontrent pas en série, on est correct. Bien d'accord avec toi. Mais sinon, si on fait le tour vite, les Flames, j'y crois zéro. Je pense qu'il y a une implosion dans cette équipe-là qui s'en vient. Canadiens, je pense qu'avec le prime de Price qui est pas mal passé, pas sûr qu'ils vont réussir à builder de quoi assez rapidement pour revenir en finale de la Coupe Stanley, malheureusement. Ottawa, je pense qu'ils sont encore à plusieurs années. Ils vont être bons, Ottawa, dans plusieurs années. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, la question, c'est la prochaine équipe. Là, donc, il faut que ça se fasse quand même relativement rapidement. Sinon, Winnipeg, ce ne serait pas un mauvais pick non plus. Je pense qu'il y a un petit peu de travail en défensive à faire. Là, je pense qu'il manque de défenseurs de premier plan. Mais l'attaque est là. Hellebuck est quand même pas si pire. Mais... Est-ce que les Bucks de ces années sont en arrière de lui? Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut se poser comme question. Fait que non, mon pick s'arrêterait vraiment sur Vancouver. Une petite parenthèse, Rick DiPietro, 40 ans. Il sera payé de 1,5 million annuel jusqu'en 2028-2029. Heureusement que les Islanders ont réussi à se replacer quand même. T'sais, ils ont ça à payer, mais ils ont quand même une équipe potable. Là, de... Oh, oui. C'est des grinders. C'est ça qu'on dit tantôt. C'est du monde qui crank. Parfait. Question numéro 2. Un petit peu plus légère, celle-là. Il y a moins de réflexion. Ça va peut-être te demander de replonger dans tes souvenirs lorsque tu regardais du hockey. Vas-y, ton. Ben, en fait, tu en regardes encore anyway, fait que c'est pas... Ouais, ça veut juste que je tasse ma blonde un peu, là. Ouais, je comprends ce dilemme. Question numéro 2. Joueur que tu prends un malin plaisir à détester. Oh my God! Ça peut être présent, ça peut être dans le passé. C'est pas obligé d'être un joueur présentement. C'est quel joueur que tu as eu le plus de plaisir à détester? Veux-tu que j'aille avec le mien en premier? Ouais, vas-y. Mais c'est une écoute, moi, la question est un peu compliquée. Moi, Brad Marchand, là... Ouais, ça, c'est trop facile. Ben, je le sais, mais c'est quand même le joueur. Mais en fait, je vais t'offrir une autre réponse que celle-là, mais c'est pas un joueur précisément. Moi, les joueurs que je prends plaisir à détester, c'est ceux-là, les faux toughs. Tu sais, les joueurs là, qui vont... Les jaunes. Ben, pas nécessairement jaunes. Un joueur qui va étamper quelqu'un solide, mais qu'après ça, il ne veut pas répondre à ses actes. Et là, j'ai un exemple flagrant. OK, je pense que ça va être lui le joueur que je déteste le plus, que j'ai pris le plus de plaisir à détester. Mais Dion Phaneuf, là, il me faisait suer. Là. Il te ramassait quelqu'un open ice, tu avais le goon qui allait le voir, puis non, moi je ne droppe pas. Moi, ce n'est pas dans mes tâches de dropper les gants. Ou il le fait contre un joueur de 5 pieds 8, 5 pieds 9 là, pour paraître plus fort que les autres. Moi, ce genre de joueurs-là, je ne suis pas capable. J'espère tout le temps des voir se faire Cronwald à chaque fois. Ben, ça n'arrive pas parce qu'évidemment, ils jouent en défensive, donc c'est rare qu'ils vont aller full pin sur le bord de la rampe, là, mais... Cronwald, j'aime ça. J'aime cette expression. Écoute, j'en ai tellement eu. Écoute, Brad Marchand, c'est un no-brainer. Tout le monde l'a eu au Québec. Pourtant, c'est un excellent joueur. Oui, c'est un joueur de hockey. J'haïs pas tant le joueur de hockey, j'ai l'attitude qu'il apporte. Je suis pas un fan de gens comme ça qui sont trop... Des oreilles. Ouais, qui sont trop, là. Tu sais, là, c'est peut-être pour ça que j'aime moins la NBA, là, mais je suis pas un genre de joueur... J'aime pas ce genre de style de joueur-là.
Un autre que j'ai aimé détester, puis c'est de valeur, c'est un petit Québécois, c'est Maxime Lapierre. Je l'ai haï jouer, ce gars-là. Ça n'avait aucun sens. J'avais le goût d'y arracher la tête à chaque fois qu'il jouait au hockey. Bon, je t'annonce qu'on l'a comme invité la semaine prochaine. Hein, c'est pas grave, ça me dérange pas. Parce que je pense que c'était son rôle. Écoute, c'est des gars de rôle, finalement. Là. Oui. C'est un joueur détesté de la nationale, à part les Daniel Carcillo de ce monde et les Rafi Torres de ce monde qui sont là pour créer des blessures ou juste faire chenoute tout le monde. C'est un genre de choses que ça tu voulais. Alex Burrows a fait une carrière à Vancouver comme ça. Là. Puis Brandon Gallagher, présentement, a fait une carrière à faire ça aussi. Là. Autant que Piquet Subban a fait une carrière à faire ça aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont été détestés, mais qui ont été des joueurs vedettes dans leur équipe. Mais il y en a tellement eu. Là. Le joueur que j'ai le plus détesté. Ben écoute, tu as donné quand même plusieurs exemples. Donc, c'est tough, ça va par année. Les années 2000, il y en avait. Les années 2010, il y en avait. Je pense que présentement, tu peux passer à côté de Wilson. Oui, c'est un gars qui va dropper les gants, mais il a tellement pas de tête sur ses épaules. Donc, c'est un joueur qui n'a aucun rapport présentement. D'ailleurs, Carcillo a fait cette chose-là longtemps, mais le facile, là, Brendan Gallagher puis Brad Marchand, c'est deux joueurs identiques. Si t'aimes le Canadien, t'aimes un. Si t'aimes les Browns, t'aimes l'autre. C'est des joueurs qui sont tellement frustrants à regarder jouer, mais... Puis je glisserai un autre nom aussi dans la liste, mais là, évidemment, il ne joue plus, mais un gars comme Matt Cook, il a eu son lot Matt Cook? Comment il s'appelait l'autre qui faisait le bâton devant? Ah, Sean Avery. Sean Avery, ça, c'était... Ça en est un autre, ça. Ça, c'est un gars, probablement, que j'ai détesté, un des top 3, là. Méchant jambon, excusez-moi de dire ça. Je l'ai rencontré, en plus. Je l'ai rencontré, super bonne personne, mais tabarouette, pas... C'était pas facile. C'était pas facile. J'ai aussi rencontré Darcy Tucker. D'ailleurs, à Toronto, peut-être 3 ans, on a joué au billard ensemble, puis tout, puis mon Dieu, t'as des contacts. Ouais, dans une soirée, écoute, super bonne personne, puis il me l'a dit straight net, là. Mon but était de me faire détester en national. J'étais là pour faire de la merde. Donc, c'est sa carrière, mais c'est des joueurs, comme je t'ai dit, sont faits pour ça. C'est des gars qui sont faits pour ça. C'est pour ça qu'ils sont en national de toute façon. Mais là, la question qui tue, c'est qui a gagné au pool? Ben, c'est moi, c'est sûr. Là. Bon, OK. non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Écoute, non, on s'est bien amusé pour vrai. On a joué juste 2 games ensemble, puis c'était comme une soirée avec mon travail. Fait qu'il a fait le tour de la soirée. C'était un invité spécial pour une soirée qu'on avait à Toronto. Mais super bonne personne. On a mangé ensemble, on a jasé, on a mangé de hockey, des livres du Canadien. Il se rappelait de plein d'affaires. Vraiment une très, 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 très bonne personne. J'ai que des bons mots à dire. Mais comme il nous a dit comme il nous a dit vraiment pendant qu'il nous parlait, c'est que mon but sur la glace était d'être la peste. Donc, je l'ai fait. Pour être national. C'est ça, de toute façon. Puis, c'est probablement que s'il le faisait pas, il jouait pas dans LNH. C'était son rôle. Le plein qui sont de même, là. Beaucoup trop, d'ailleurs. OK. Question numéro 3. Là, je te l'ai un peu plus léger. Là, on revient dans une question deep pour te faire travailler un peu. J'aime ça. OK. Tu as le choix dans toutes les saisons de la NHL que tu as été témoin. Ouais. Tu peux aller dans n'importe quelle année. Je te demande de concocter ton trio de rêve. Mettons, ta première ligne t'envoie ton premier trio. Tu peux choisir des joueurs de n'importe quelle époque puis les mixer ensemble. Puis tu garoches ton premier trio sur la glace. Wow! Assez deep comme question ce soir. Je sais pas si ça écoute, c'est vraiment malade. Écoute, je vais faire que je te range la semaine prochaine, moi, avec. Mais écoute, joueur de centre, je vais mettre Wayne Gretzky, évidemment. Je mettrais probablement Pavel Bure à droite. C'est un droitier, Pavel Bure, c'est un gaucher. Gaucher, donc je le mettrais à gauche. Mais il y a plusieurs joueurs européens qui sont habitués de jouer dans leur côté contraire. Ouais, c'est pas grave, juste pour sa vitesse et son petit fake patin qu'il a fait en 2007. Là. Qui a fait faire en 2007? Non, c'était plus. Je sais même pas. Alors, il jouait avec les Canucks de Vancouver avec le vieux logo. Avec le vieux logo. Ça doit être en 97, finalement. Oui, la fin qui a fait la split au goaler des Bruins. Ouais, exactement. Avec l'autre s'est ramassé unijambiste. Fin que j'ai déjà réussi moi-même en jouant dans au hockey. Oh boy! Moi, je l'aurais pas essayé. C'est sûr que je mourrais à quelque part là-dedans. Donc, non, je mettrais Wayne Gretzky au centre. Je mettrais Pavel Bure à gauche. Et tabarouette. Hey, c'est tough. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de centre qui ont été des vedettes dans la Ligue nationale. Hein. Tu sais, Mario Lemieux, ça pourrait être un joueur qui pourrait jouer à droite. Jaromir Jagr, même chose. OK, je vais te faciliter la tâche. Vas-y. Prends pas en considération les positions.
Fait que tu mets 3 attaquants que tu veux voir dans un trio. C'est sûr que ça vient un peu de tuer la magie dans un sens parce que tu sais, demain, tu pourrais juste garrocher 3 alliés droites puis ça ferait la job, mais. Bon, ok, non, je vais te faire travailler. Ok, mettons au centre, mettons, il faut que tu mettes un joueur de centre. Les alliés, c'est pas grave s'ils sont. Mettons, si Ovechkin c'est un allié gauche, tu peux le mettre à droite, on s'en fout. Mais il faut que tu aies un joueur de centre puis 2 alliés, mettons. Ah, j'irai de même, je pense. J'irai vraiment de même. Wayne Gretzky au centre. Sacrifice. Veux-tu que j'y aille pour la mienne pour te donner. Non, mais je pense que je suis bon. Pavel Bure à gauche, je mets Wayne Gretzky dans le milieu, puis je mettrais Jaromir Jagr à droite. Moi, je suis un gars dans la vie qui aime beaucoup la vitesse et le skills. Fait que moi, les gars de 6 pieds 4 qui patinent pas ben, mais qui ont un bon shot, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, c'est all speed puis skill. Moi, je suis un gars qui aime ça, des affaires électrisantes. Fait que mon premier trio, là, à gauche, t'as Pavel Bure. Au centre, t'as Connor McDavid. Puis à droite, t'as Patrick Kane. En veux-tu du skill? Aïe, aïe! En v'là. Écoute, en 2020, je te dirais oui tout de suite. Après ça, là, en arrière, là, tu mets Cale Makar en défensive, puis Nicklas Lidstrom pour compléter ça. Oh, tabarouette, tu me fais plaisir en tabarouette. Là. Et devant le filet, Anthony Yemi. Non, c'est pas vrai. Oh, wow! Devant le filet, ça serait Comment ça gagne Coupe Stanley, cette équipe-là? S'il l'a gagné avec les Blackhawks, tu vas le gagner. Devant le filet, ça serait... hey, là, vous on est tiré la question pour un starting 5. Là, c'est même plus un starting 6, même. Mais c'est top, hein, parce que... Tu sais, t'es un peu plus jeune que moi. Pour moi. Ouais, c'est sûr, certain, ça. Puis même, je pourrais mettre dans... Tu peux mettre là-dedans un Fleury, là. Les top 3, là. Ah non, moi, c'est... Mais Roy, là. Roy au Brodeur. Oh boy, ça, c'est un autre débat. Et je mettrais... Moi, je mettrais Brodeur, là. Ouais, moi, je mettrais Brodeur, moi, tout, je pense. Je l'adore, Pat, là, mais Brodeur, niveau constance, il n'y a rien à faire avec ça. Mais écoute, c'est tellement... Ça, là, c'est une question qu'on peut débattre pendant... Un podcast complet. C'est hot, parce que tu vois comment les époques sont, tu sais. Moi, j'ai connu un petit peu Wayne Gretzky, tu ne l'as pas connu. 99, j'ai vu ça. Pas. J'ai vu, entre guillemets, sur... tu sais, moi, je reste dans un petit village, dans un rang où on avait juste les 3-4 postes. Là, on n'avait même pas de câble de... J'avais TVA, j'avais TQS, j'avais Radio-Canada. Des fois, on pognait CBC, des fois, on pognait Télé-Québec. Et il y a une fois, ça, je vais toujours m'en souvenir, j'ai vu là, quand je dis j'ai vu, c'est qu'une image brouille puis qu'on voyait un petit peu une fois de temps en temps. Mais le dernier match de Gretzky. Ouais, ça, c'était épique. Avec les... Je l'ai... Tu sais, moi, je suis dans 86, ça trahit mon âge de 35 ans. Je l'ai vu jouer pendant au moins 5-6 ans, mais il était dans ces dernières années, tu sais, parce que ça faisait pas les grosses années des points. Oui, c'est une autre époque. Puis ton top 3 vient de la même époque. Tu sais, Pavel Bure aurait joué en 2021, aurait probablement été aussi bon, sinon meilleur avec les nouveaux règlements. Il n'aurait pas eu ces problèmes de pas d'accrochage, pas d'accrochage. Ça aurait été un gars qui aurait talonné justement le McDavid de ce monde comme pointeur, un meilleur pointeur de la Ligue. Je pense que si tu trahis l'âge, Pavel Bure est probablement le seul joueur qui aurait pu jouer toutes les années depuis 30 ans peut-être, là, puis il aurait fait bien. Wayne Gretzky jouait dans son temps, a été super dominant dans son temps, aurait été dominant dans notre temps aussi, mais je pense pas qu'il aurait été autant dominant. Je pense que le hockey a beaucoup trop évolué. Écoute, en partant, je veux rien enlever, juste une petite parenthèse là, pour closer ça, mais je veux rien enlever à Gretzky, à Lemieux, tous ces joueurs-là qui étaient dans ce temps-là. Mais les gardiens de but, ça faisait dur sur un moyen temps. Ils ont eu des saisons de 150 points, 160 points, quasiment 200 points. Ouais. Mais si tu mets un gardien qui a moins la même technique d'aujourd'hui, il y en a combien des buts qui vont passer ou des passes? Ouais, c'est souvent le débat qu'on a. C'est ça qui est plate un peu. Puis c'est pour ça qu'on aimerait tellement ça, pouvoir juste prendre ces joueurs-là, les mettre dans un contexte d'aujourd'hui, dans leur prime, voir comment ils se débrouilleraient. C'est un autre débat parce que moi, je pense que le jeu de passe était meilleur dans ce temps-là. Tu comprends? Je pense qu'à cette heure, on lance fort, on lance vite, on décoche, on a des bons lancers, ce qui fait que les goalers sont meilleurs. Mais si tu regarderais des buts dans ces années-là, autant Mario Lemieux, autant Wayne Gretzky, ces grands joueurs-là, c'était des joueurs, les jeux de passe, c'était quand même tic-tac-toe. Ça jouait peut-être... tu sais, Gretzky a quand même quasiment 2000 passes en carrière, c'est pas pour rien. Es-tu prêt pour la dernière question? Vas-y. Qui touche tes Coyotes de l'Arizona. Oui, je suis tellement hâte.
Let's go. Écoute, tu connais le principe des over-under? Non. C'est ça? Lorsque tu fais des paris sportifs ou des trucs comme ça, mettons au football, est-ce qu'il va y avoir over ou under 40 points dans une game? Ouais. Over-under 20 victoires pour les Coyotes de l'Arizona cette année. À soir, ça a mal parti sur un moyen temps, là. Mais est-ce que tu penses que les Coyotes vont avoir plus de 20 victoires cette année? Écoute, j'aimerais tellement ça avec Alain Tourigny comme coach. J'écoutais 91 ans faire descendant, puis une petite parenthèse. On pourrait me mettre les Coyotes derrière dans la ligue à cause d'André Tourigny, tu sais, mais pour vrai, je pense que s'il arrive à 20, c'est un exploit cette année. C'est poche à dire, hein. Tu sais, on parle de 20 victoires brutes, là, tu sais, Je leur souhaite pas, pour vrai, là, parce que ça va vraiment faire un clash dans cette division-là. Là, tu sais, on va avoir des équipes à 40 victoires, 45 victoires, puis tu vas avoir 0 à 18 victoires. Mettons, là 2 ans, c'était qui l'équipe avec le moins de victoires? As-tu checké? J'ai pas pensé de regarder, non. Je vais juste aller voir, parce que je suis vraiment curieux, là. Mais en attendant que tu regardes ça, je vais y aller avec mon explication puis mon choix. Moi, je mets... C'était 3. 27. Ça se peut, finalement. Ça se peut très bien. Ben écoute, moi, mon argument, c'est que si... Puis en plus, ça vient de se renforcer ce soir en voyant le fait qu'ils sont fait dévisser par les Jackets, qui est une équipe qu'on disait à l'avance qu'il n'y avait pas d'attaque. Une équipe qu'on voyait dernier dans la métropolitaine. C'est une équipe combative quand même, là. Ils ne sont pas au niveau des Coyotes. Mais s'ils se font planter 8-2 par les Blue Jackets, quand ils vont pogner Colorado, ça va avoir l'air de quoi? On va arrêter la deuxième période. D'après moi, première période, ils vont lancer la serviette sur la glace, d'autres on joue plus. Tu as vu ça? Un forfeit après 2 périodes. Mais écoute, honnêtement, je regarde l'alignement des Coyotes. Je vois pas comment ils peuvent remporter 20 victoires cette année. C'est plate. C'est tellement dur. Hey, je pense que tu mettrais le meilleur club de hockey junior au Canada, que ce soit, là, je pense que ces temps-ci, les Remparts sont pas si pires, Acadie Batters aussi, mais dans l'Ouest, il y a les Oil Kings aussi. Mais prends la meilleure équipe junior au Canada, puis fais-les jouer un match contre les Coyotes d'un 4-7, puis je suis même pas convaincu que c'est les Coyotes qui gagnent. Ils n'ont rien, cette équipe-là. Tu regardes ça, puis, tu sais, oui, ils ont Keller, ils ont Chikrin en défensive, mais tabarouette qui n'ont pas de profondeur, ça n'a juste pas de sens. C'est vrai. Puis tu sais, on s'entend qu'André Tourigny, son but cette année, c'est pas de gagner, là, loin de là. Je pense qu'on est dans un long processus en Arizona. On a fait une vente de feu cet été. Ça va rapporter dans 3-4 ans. Ouais. Et cette année, ça va être horrible, honnêtement. Là. C'est pas cette année que tu vas réussir à attirer plus de partisans en Arizona. Oublie ça. Écoute, le plus bas, là, je suis tombé en 2017-2018. Ça se peut quasiment pas. Là. Ça n'a même pas de bon sens. C'est les Sabres avec 25 victoires. En 2017-2018. Fait que si tu me dis 20 victoires, là, c'est bas. Là. Je sais même pas si c'est déjà arrivé depuis très longtemps en bas de 20 victoires. Là. 30, je t'aurais dit oui tout de suite. 25, moi, je pense qu'ils vont talonner le 25. Fait que tu penses qu'ils vont faire au moins qu'ils vont gagner au moins 20 matchs cette année? Ben là, imagine-toi en 82 games. ça comprend les victoires en overtime aussi. Là, ça reste une victoire. Là. Écoute. Non, mais attends. Mettons compte pas ça en overtime. Tu sais, mettons. Non, 20 victoires franches, il faut les compter. 20 défaites. Non, 20 Non. Les victoires en prolongation sont incluses là-dedans. Total. OK, c'est ça. Tu sais, le plus bas que j'ai vu à date, là, c'est Colorado en 2016-2017 avec 22 victoires big. Total, incluant ceux-là en prolongation? Incluant la prolongation. Puis Colorado n'est pas tant un mauvais club. Là. C'est juste 2016-2017, c'était avant l'arrivée de tout le monde. Après ça, 29, les Maple Leafs en 2000. Fait que c'est vraiment autour de 30. Là. 20, c'est vraiment bas. Là. Ben moi, je vais dire qu'ils n'en gagnent pas 20 cette année. Pas avec un club. 23, les Sabres en 2014. Écoute, je le souhaite pas, mon Dieu Seigneur. Hey, ça va être grave, là. Pour vrai, si ça arrive, Maxi, on s'assied ici au mois d'avril, puis ils n'ont pas 20 victoires, là. Je te lève mon chapeau parce que tu l'as prédit, là, puis tu vas être le premier à l'avoir dit, là, mais... Si en gagne plus que 20, je vais te domper une 24 chevaux en avant de ta part. Ah non, c'est correct. C'est juste que... Écoute, tu peux pas souhaiter ça à une équipe, peu importe laquelle. Non, mais je le souhaite pas. Non, je sais, mais tu sais... Je vais pas me réjouir en les voyant perdre match après match, mais
Mais c'est un match sur 4. Si tu regardes ce club-là, puis je vois pas comment, lorsqu'ils vont jouer contre Vegas, lorsqu'ils vont jouer. Tu sais, même quand ils vont jouer contre des. Tu sais, même Chicago vont passer dessus. Ah ouais. Là. Ouais, je suis d'accord. À chaque partie du monde peut les battre. Ça, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Mais là, ils vont je me dis probablement que... ramasser 2 victoires contre le Canadien parce que les Canadiens ne sont pas capables de battre des clubs de bas de division. On l'a vu à soir contre les Sabres. Hey, le Canadien bashing, mettons tu prends pour acquis qu'ils vont en chercher 2 là. Ben après ça, je vois pas comment ils peuvent gagner pour vrai. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais tu sais, je dis pas non plus qu'ils vont terminer la saison 5-75 puis 2, là, mettons. Là. Mais tu sais, je pense qu'on finit avec 18-19 victoires, mettons. 5-75. Écoute. Ah ouais, non, ça fait du sens. Moi, je pense que si on regarde aller chercher au moins 20 victoires, peut-être 22-23 max. 25 si ça va bien. Un vendredi saint. Mais 20 victoires, c'est pas gros. Là. Moi, j'ai pas vu ça de mon vivant. Là. En tout cas, je me souviens pas d'avoir une équipe à 20 victoires. Les Thrashers, leur première saison, il me semble que c'était pas glorifique non plus. Là. Et man, ça fait longtemps de ça. Là. Ben, les Thrashers, début 2000. Début 2000, attends, allez voir. 1999. Il me semble qu'ils avaient remporté comme 17 games, je pense. 14. Après ça, le Tampa Bay avait gagné 19 cette année-là. Vois-tu, ça existe? Sacrifice. C'est pas gros, là. Ouf! OK, dernier over-under. C'est malade de faire ça. Ça, c'est un peu imbécile, là, mais c'est juste pour enrichir sur les codes de l'Arizona. Over-under, moins 200 pour le différentiel de but pour Bucor. Hey, là, moins. Hey, ça se peut pas. Ça se peut pas, là. Arrête, là. Je pense que le plus gros qui est dans le national, ça a été 107. Pour vrai, regarde, là, ils sont déjà moins 6 à soir. Ouais, ils sont moins 6, c'est un méga fait x 82 games. Oh, boy. Non, mais ça c'est niaiseux. Écoute, je pense pas que c'est. Mais pour vrai, là, je pense qu'il pourrait être négatif 100 facile. Ouais, facile. Facile, puis ça se voit rarement. Là. Écoute, je te le dis, là, ça se voit quasiment jamais moins 100. Là. Des moins 70, ça arrive. Des moins 100, c'est ordinaire. Là. C'est ordinaire ensemble. Mais oui, mais je serais pas surpris. Je serais pas surpris. On s'en reparlera dans une couple de mois, mais d'après moi, à Noël, on va déjà avoir un bon indicatif à quoi ça va ressembler. Mais moi, je te dis, en bas de 20 victoires, les Coyotes, oublie ça. C'est épouvantable. Mais c'est un passage obligé puis nécessaire pour les Coyotes. On va repartir sur des meilleures bases. Après ça, dans 3-4 ans, si le club peut, s'ils réussissent à développer leurs jeunes, ça va être un club qui va faire peur. Mais là, la grande question, est-ce qu'ils vont être encore en Arizona rendus là? Ouais, je pense pas. Là. Ça, c'est un autre débat, là, mais moi, je pense pas. Je pense que cette équipe-là doit changer de place. Vont-ils être encore dans le Texas, probablement, mais... Écoute, on en reparlera pour un autre podcast, mais t'as vu les Sabres, là? Comment ça va mal à Buffalo? C'est hallucinant, là. Je fais une petite parenthèse, là. Les gars parlaient à la radio cette semaine. Ils ont eu de la misère à vendre 7000 billets pour les games. Il y a des photos aussi qui ont circulé sur les réseaux sociaux tantôt pendant les présentations d'avant-match et les présentations des joueurs. Les estrades étaient vides. Là, pour descendre le monde en bas. Écoute, je pense que pour vrai, on parle des Panthers depuis très longtemps. Les Panthers ont une bonne équipe, vont rester en Floride. Les Coyotes vont rester dans le sud des États-Unis parce que Gary Bettman est trop entêté, mais Buffalo pourrait être une équipe de déménager à Québec. Je vous le dis. Si ça arrive, Stéphane l'a annoncé. 5-6 ans que j'en parle de ça. Moi, je pense que c'est pas ces deux équipes-là qui vont changer. C'est une équipe comme Buffalo. Buffalo, il n'y a rien. Rien. Ça fait longtemps qu'il n'y a rien à cette concession-là. C'est dommage, mais en tout cas, c'est pas une prédiction béton, mais moi, je pense que c'est une équipe qui devrait être pareille là-dedans. Écoute, gros podcast, mon cher Steph. C'était le fun. Ça a été du gros stock. Ouais. Et là, officiellement, la saison est débutée. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va parler d'actualité dans la LNH. Peut-être parler un peu de junior aussi, parce qu'il y a des trucs intéressants également. Et c'est ça, je pense pas qu'il va y avoir de sujet précis pour les prochains podcasts. On va regarder ce qui se passe dans l'actualité. On va débouler ça, on va en jaser. Ça va être un peu ça le but du podcast en tant que tel. J'attends encore des nouvelles là, pour des entrevues, donc j'oublie pas ça. On est rendu à 5 épisodes. On commence à montrer qu'on est de plus en plus sérieux, donc j'imagine que ça va venir là, assez rapidement. Sinon, mon Steph, on va se trouver la semaine prochaine, en début de semaine, pour jaser un peu du Canadien, parce qu'évidemment, on a mentionné qu'on ne veut pas juste parler de ça, mais on ne peut pas non plus les ignorer totalement. Je pense que c'est l'équipe ici au Québec. Il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui veulent qu'on en parle aussi. Mais ça ne sera pas, comme j'ai mentionné, ce ne sera pas 1 heure de temps de ça. Rassurez-vous.
on n'est pas, on est capable de parler d'autre chose que du Canadien, contrairement à bien des gens dans les médias. Exact. Puis je vais prendre un petit 2 secondes juste pour remercier les personnes qui nous écoutent. Je pense que nos codes d'écoute augmentent à chaque semaine. C'est le fun. On ne fait pas ça pour rien. On a du bon hockey qui s'en vient, des bonnes confrontations. Ça va être une belle saison. Puis écoute, encore une fois, merci Max de l'opportunité. Mais je pense qu'on est bien seté. On va avoir du fun cette année. Puis écoute, ça va être une grosse saison. Yes, donc juste avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Faites-le en grand nombre, s'il vous plaît. On aimerait ça monter un petit peu nos abonnés sur YouTube. On est disponible également sur Apple Podcast. On est maintenant rendu sur Spotify également, donc allez chercher Hockey sur demande sur Spotify. On est YouTube aussi. Balado Québec aussi, si vous êtes plus niché un petit peu pour les podcasts, c'est disponible là-dessus aussi. Et sinon, c'est pas mal ça. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve là, pour un prochain podcast la semaine prochaine. Yes, merci tout le monde. Salut Max. À plus. Bye bye.